Alors, merci Chantal, je suis aussi très content d'être ici à Pondichéry, de vous présenter les travaux qu'on a fait au Brompton au sujet de la pollution de l'air et des maladies respiratoires. I'm going to express myself in French. So, Professor Salvi, I'm sorry, but the slides are in English on this side, and French side on this side, of course. Et je tiens à remercier le professeur Blanc d'avoir traduit mes diapos. Alors, s'il y a erreur sur les diapos françaises, alors c'est lui le culprit, comme on dit. Alors, comment est-ce qu'on avance? Oui, voilà. Celui-là? Ah, tu t'es trompé? Alors, on va commencer. Je vais commencer par vous dire sur ce site. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Ce site qui est le Air Quality, le WAQI, World Air Quality Index. C'est un site. C'est un site où vous pouvez aller pour regarder le niveau de la pollution dans n'importe quelle ville dans le monde. Ce sont des données qui sont qu'on peut avoir tous les 2 heures. En fait, donc ce sont des senseurs qui sont dans ces villes et vous avez les résultats de ces senseurs, particulièrement sur la pollution de PM2.5. Particules de 2.5. Alors, comme vous voyez ici, en rouge, ce sont en Asie, où se trouve la plus forte pollution dans le monde. Alors, vous pouvez aussi avoir des détails sur ce que ça représente, cette pollution. Et vous voyez ici de vert jusqu'en rouge, et vous voyez une pollution augmentante, et puis vous avez un avis ici qui vous dit que, par exemple, avec le rouge, là, 151 à 200, c'est-à-dire que chacun doit commencer to experience health effects, et les membres des groupes sensibles pourraient expérimenter plus d'effets sur leur santé. Alors, je vous montre deux des villes où la pollution est très grande. Ça, je l'ai pris en avril cette année. Vous voyez ici à New Delhi et aussi à Beijing. Donc, ce sont les deux très forts endroits avec une plus grande pollution dans le monde. Alors, c'est un site très intéressant parce que si vous voyagez beaucoup, c'est bien de savoir si vous allez dans une situation très polluante ou pas. Alors, en Angleterre, on a eu ce travail qui a été publié sous la présidence du professeur Holgate, Every Breath We Take, A Lifelong Impact of Air Pollution, qui a été publié il y a 2 ans. Alors, ce qu'il y a dans ce document, c'est que un message, c'est que les plus vulnérables sont ceux qui sont les plus touchés. La pollution est nocive pour chacun, cependant certaines personnes en souffrent plus que d'autres parce qu'elles vivent dans des zones défavorisées qui sont souvent de plus forts niveaux, qui ont souvent des plus forts niveaux de pollution, qui vivent et étudient et travaillent près des routes très fréquentées et sont plus vulnérables à cause de leur âge ou de leur état de santé. Enfin, je pense que c'est le message le plus important du point de vue de santé qui dérive de ce document. Alors, tout récemment, dans le Lancet, ils ont publié en avril cette année les estimations du Global Burden of Disease attributable to ambient air pollution. Et je vous montre tout de suite les décès qui ont été attribués aux particules ambiantes PM2.5 en 2015. Alors vous voyez là que c'est pas surprenant en fait que les plus hautes incidences de décès, c'est dans l'Asie, vous voyez ici,
la Chine, l'Inde, et aussi dans ces pays d'Afrique et d'Arabie, et aussi en Russie, comme vous voyez ici. Et ici, je ne sais pas si vous voyez ça très bien, donc ça c'est les causes des décès de 1990 à 2015, et vous voyez que la contribution à ces décès, par exemple avec le ischemic heart disease qui est en rouge, et le cancer qui est en bleu ici, un tout petit, cerebrovascular disease ici, et chronic obstructive, la BPCO, COPD, comme vous voyez ici, et puis le lower respiratory tract infection. Donc ce sont les 5 très grands contributeurs au décès attribués aux particules ambiantes PM2.5. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est en augmentant, de façon augmentante, ce sont les ischemic heart disease et aussi les cancers. Et en fait, l'Association mondiale contre le cancer a déclaré que les particules PM2.5 sont des agents cancéreuses. Ça, ce sont les particules ambiantes de 2.5, mais on sait que la pollution de l'air, c'est pas seulement les particules, mais c'est aussi les gaz. Et là, l'ozone. Et vous voyez ici que pour le décès attribué à l'ozone, c'est pas seulement l'Asie, la Chine et l'Inde, mais aussi ça comprend le reste du monde, l'Amérique du Nord et l'Europe. Alors, raison pour laquelle c'est attribué à l'ozone, je pense que l'ozone, c'est l'effet de l'ultraviolet. Donc, pendant l'été, vous m'entendez? Donc, pendant l'été, vous avez des fortes doses d'ozone qui sont très importantes à travers le monde. Donc, vous voyez les décès attribués à l'ozone, c'est pas seulement en Asie. OK. Alors, l'impact de la pollution sur les maladies respiratoires chroniques, je voudrais vous le démontrer dans un article que j'ai publié avec Chung-Dan Chan, qui est un pneumologue de Guangzhou. Je travaille très bien avec lui sur plusieurs maladies respiratoires. Et donc, ces données de la Chine, c'est pas seulement la mortalité associée, mais aussi le Disability Adjusted Life Years. Alors, vous voyez ici, sous chronic respiratory disease et cardiovascular et respiratory disease et cancer, et vous voyez la mortalité attribuée à la pollution de l'air ambiante. Qui est quand même très important. Vous voyez là, le pourcentage de la population pour chronic respiratory disease, c'est 2,4%, allant à 10,7% pour cardiovascular and circulatory disease et 1,7% pour le cancer. Mais la chose aussi importante, c'est le disability adjusted life years, qui est aussi très énorme, comme vous le voyez ici. Donc la contribution plus importante, c'est la cardiovascular et circulatory disease, mais aussi chronic respiratory disease et aussi le cancer. Quand je parle de cancer, c'est plutôt le cancer des poumons. Mais on doit aussi pas oublier que il y a aussi le household air pollution, mais je ne vais pas parler de household pollution, mais vous voyez que ici aussi il y a une très forte mortalité attribuée à household air pollution et aussi le disability adjusted life years. Ça, je vous montre ici les données qu'on retrouve de ce document que je vous ai présenté, qui a été publié en Angleterre, les impacts dans l'European Union de l'ozone, de PM2.5 en tant que mortalité, hospital admission respiratoire, et vous voyez que c'est quand même un effet assez important.
tant pour l'ozone et pour le PM2.5. Alors pour le PM2.5, on retrouve ici les cas de chronic bronchitis chez les enfants et les admissions respiratoires qui sont les exacerbations de la BPCO et d'asthme. Alors, la relation avec la pollution avec la BPCO, ça c'est une étude qui est très intéressante, qui suggère que les asthmatiques qui sont exposés à la pollution ambiante ont un très fort risque à développer chronic obstructive pulmonary disease, c'est-à-dire qu'ils vont développer une obstruction bronchique. Ça c'est une étude de Canada, de la région de l'Ontario, sur un follow-up des asthmatiques et en relation avec leurs expositions au PM2.5 et à l'ozone. Alors, la conclusion de cette étude épidémiologique, c'est que ceux qui ont de l'asthme, qui sont exposés à de forts niveaux de PM2.5 et à fort niveau de l'ozone, ont un très grand risque de développer la BPCO, c'est-à-dire de développer l'ACOS, comme on dit, ou l'ACO, asthma COPD. Donc, ça c'est l'évidence que exposition à la pollution peut causer le développement de la BPCO. Alors, autre effet qui peut contribuer à la BPCO, une BPCO, early BPCO, c'est l'exposition des enfants à la pollution de l'air extérieur. Alors, les enfants sont petits. Les pédiatres nous disent que les enfants ne sont pas des adultes. Et en fait, les adultes ne sont pas des enfants aussi. Mais la petite taille de ces enfants fait qu'ils respirent plus près du sol. Et on ne doit pas oublier que les poumons des enfants continuent à se développer jusqu'à l'âge de 15 à 16 ans ou même à 20 ans. Et que en relation avec leur petite taille, ils échangent plus, la ventilation est plus grande comparée aux adultes. Donc les mamans qui poussent leurs enfants dans la rue, dans leurs poussettes, ils sont exposés à une plus forte dose de pollution. Et en fait, il y a cette étude qui est très très citée parce que c'est la première étude de Los Angeles qui a démontré, Godeman et al., qu'il y a dans cette étude un cross-section study qu'en relation avec la pollution, donc ça c'est le dosage de NO2, il y a une réduction de la VEMS, of FEV1, tant chez les filles que chez les garçons. Comme vous voyez là, il y a quand même une réduction assez importante. Et cette étude, en fait, ils ont conclu que les enfants sont 4 fois plus susceptibles à avoir une réduction de la fonction pulmonaire à l'âge adulte, s'ils vivent dans des régions très polluées. Alors cette étude, en fait, a été répliquée d'une certaine façon dans une étude qui vient de Leicester, en Angleterre. Alors là, l'exposition a été mesurée non pour le dosage de la pollution extérieure, mais l'exposition a été mesurée en tant que le nombre de particules de carbone qu'on retrouve dans les macrophages qui ont été récupérés des crachats de ces enfants. Alors là, il y a une très bonne relation inverse entre le carbon area qu'on a mesuré, donc le plus fort taux de ce carbon area, plus grande exposition à la pollution, et il y a un effet inverse avec la VEMS comme vous trouvez ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, cela veut dire que
Ces enfants qui sont exposés à une forte dose de pollution n'atteignent pas leur VEMS espéré à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'ils risquent de développer une BPCO, mais une BPCO à un stage très précoce, un early COPD. Maintenant, je voudrais vous présenter quelques détails, quelques résultats qui nous démontrent que même chez les gens, les gens sains, qu'il y a des effets qu'on peut retrouver, les effets de la pollution. Donc ça, c'est une étude qui a été faite aux environs des Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Et comme vous savez, pendant les Jeux Olympiques, le ciel était bleu. Il y avait moins de pollution. Alors, un pays comme la Chine, on peut tout contrôler. On peut contrôler la circulation, on peut contrôler les factories, on peut les fermer, et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voyez là la différence entre un jour très pollué à Pékin et puis pendant les Jeux Olympiques, le ciel est bleu. Enfin, ça c'est le Bird Nest. Vous vous rappelez que c'est là où les Jeux Olympiques se sont déroulés. Alors, est-ce qu'ils ont pu réduire la pollution? Alors, ça, ce sont les dosages qui ont été faits, plusieurs composantes de cette pollution, PM2.5, SO4, elemental carbon, etc., et puis les formes gazeuses. Et comme vous voyez ici, ils ont très bien réussi à réduire les taux des gazeuses, la SO2, le carbon monoxyde, le NO2, et non pas l'ozone. Et ils ont réussi, d'une certaine façon, de réduire le elemental carbon. L'elemental carbon, ça provient des engines des voitures. Et la PM2.5, ils ont réduit, mais c'était pas significatif, mais ils l'ont quand même réduit d'une certaine façon. Et le total particle number, ils l'ont réduit d'une façon significative. Donc, ils ont eu un succès à réduire ça. Et quels sont les effets qu'on pourrait retrouver? Donc, cette étude a été faite sur des médecins jeunes qui travaillent dans un hôpital au centre de Beijing. Alors, ils ont fait ces mesures que vous voyez ici, physiologiques, le blood pressure, etc. Et aussi, ils ont dosé dans le sang certains biomarqueurs et aussi le exhaled breath condensate, le FeNO. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez qu'il n'y a pas de grand changement de ces mesures physiologiques comme le heart rate, ou peut-être le heart rate il diminue un petit peu. Le blood pressure ne change pas très bien, mais il y a une petite réduction de la pression systolique. Mais vous voyez quand même, il y a une réduction de ce marqueur de stress oxydatif, le 8-hydroxyl-dioxyguanosine, une réduction de la FeNO, une réduction de la nitrate and nitrite dans le exhaled breath condensate, et une augmentation de la pH, c'est-à-dire que la pH est moins acide. Et puis il y a cette réduction de la CD62P qui est le VCAM et le CD40 ligand, et une réduction de l'agréabilité des plaquettes. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire que la coagulabilité du sang est réduite avec la réduction de l'exposition à la pollution. Chez ces gens qui sont très jeunes, ce sont des médecins âgés de 30 à 40 ans.
Alors, ici, je vous montre ce qui se passe. Donc, il y a un petit peu de changement de la fonction autonomique, mais pas très significatif. Mais par contre, l'hémostasie, il y a quand même une nette amélioration. Et il y a aussi l'inflammation pulmonaire et le stress oxydatif qu'on peut retrouver. Et il y a aussi l'inflammation systémique et l'oxydatif stress systémique qu'on retrouve avec l'exposition de ces biomarqueurs. Donc même chez les gens normaux, on retrouve des changements qui sont peut-être très importants. Alors maintenant, je voudrais vous démontrer des études qu'on a fait chez nous au Brompton. Donc la première étude qu'on a faite, c'était une étude chez des patients d'asthme exposés au trafic de diesel. Donc ça a été publié en 2007, mais avant 2007, toutes les études ont été faites dans des chambres à exposition avec une recomposition de cette pollution qu'on peut collecter près des rues, etc., et le reconstituer dans une chambre où le sujet est en train de bicycler pour augmenter la ventilation, augmenter l'exposition à cette pollution reconstituée. Donc, une situation extrêmement qui n'est pas la même qu'exposée dans la rue. En fait, c'est la première fois, en fait, qu'on a une étude ici, qu'on a pris des gens à marcher dans une rue très polluée. Cette rue très polluée, c'est l'Oxford Street, qui est à quelques kilomètres du Brompton Hospital. Et ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a pris Hyde Park comme un endroit où il y a bien peu de pollution. Et en fait, ici, c'est le dosage de ces constituants de cette pollution sur Hyde Park versus Oxford Street. Et vous voyez que sur Oxford Street, c'est quand même un endroit plus pollué que Hyde Park, en tant que le black carbon, NO2, et aussi le noise qu'il faut prendre en compte, et ultrafine, ce sont les PM moins de PM1, PM 0.1, et les PM 2.5 et PM 10. Donc, ce sont deux endroits qu'on s'est servi comme exposition. Et là, c'est pour vous montrer que vraiment c'est très pollué parce que ce sont des autobus et des taxis qui roulent sur du diesel, qui produisent beaucoup de ces particules et de NO2. Et là, on a pris les malades et vous voyez qu'il y a ce chercheur qui est en train d'apporter tous ces instruments pour doser. À chaque fois qu'on a un malade ou un sujet sur Oxford Street, on fait le dosage de la pollution. Donc ça c'est Oxford Street, et puis ça c'est Hyde Park. Dans Hyde Park, il y a très peu de voitures qui circulent. Il y a une rue qui traverse, qu'on peut s'en servir, mais à part ça, il n'y a pas d'autres véhicules. En fait, il n'y a que des véhicules qui comment est-ce qu'on dit, des tondeuses. Il n'y a pas ça, il n'y en a pas. Oui. Alors, un des facteurs qu'on n'a pas pris en compte, c'est le green effect. Hein. Ça on peut pas le mettre. Donc, très vite ici, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même une modification, une réduction de la VEMS, et aussi une réduction de la FVC, Force Vital Capacity, de capacité vitale.
qui est vraiment dépendante de l'activité de l'asthme. Donc, dans le mal asthme, on a environ 4,5% de réduction de la VEMS, tandis que c'est avec un asthme modéré, ils ont une plus grande réduction d'environ presque 8% de la VEMS. Alors, vous allez me demander, est-ce que ces asthmatiques sentent qu'ils ont que leurs asthmes sont un petit peu mais ces asthmatiques n'ont pas de symptômes. Donc c'est une réduction de la VEMS asymptomatique. Donc cette réduction, elle peut durer jusqu'à 7 heures, et en fait, il y en a certaines, cette réduction était présente même le jour ou le lendemain, quand ils sont retournés au laboratoire. Et vous voyez que donc quand même cette réduction, ça peut se prolonger. Donc cette réduction de la VMS, en fait, c'est pas la raison pour laquelle le New England Journal of Medicine a publié ce travail. Le New England Journal of Medicine a publié ce travail parce qu'on a trouvé une association entre les particules ultra fines ou les PM2.5 avec la réduction de cette fonction pulmonaire, par exemple la VEMS. Okay. En fait, c'est plutôt les ultra fins et aussi les fonctions pulmonaires des voies aériennes, des petites voies aériennes, sont aussi en relation avec les ultra fins et aussi avec le PM2.5. Donc, c'est une des premières publications qui ont relié les ultra fins. Donc, ce sont les particules de 0,1 micron qui peuvent pénétrer en fait dans le poumon directement et entrer dans la circulation et activer l'inflammation et le stress oxydatif. Et maintenant, je voudrais parler d'une étude sur oxotrite qu'on vient de terminer, enfin qu'on a terminé il y a quelques années, et en fait, ça va être publié la semaine prochaine dans le Lancet. Donc, après avoir fait cette première étude dans les asthmatiques, on s'est dit, on ne sait pas ce que les gens normaux, s'ils vont faire une marche sur Oxford Street. Et en même temps, on s'est dit, à part de l'asthme, est-ce qu'on peut voir d'autres maladies respiratoires, par exemple, la BPCO? Et aussi, on s'est demandé, est-ce que ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, par exemple, atteintes d'une ischémie du cœur, est-ce que ces malades cardiaques aussi vont avoir des effets néfastes en marchant sur Oxford Street? Donc, cette étude Oxford Street 2 a impliqué des participants sains de la BPCO et des cardiopathies ischémiques. Alors ça, c'est seulement pour vous montrer, par exemple, que pour vous dire que, en fait, ces gens sains, ce sont des gens dans la soixantaine, comme moi, parce que les BPCO, c'est des âgés environ en moyenne à 68 ans et 67 ans pour les cardiopathies ischémiques. Donc, ces cardiopathies ischémiques sont des gens qui ont eu un heart attack dans le passé et qui sont stables depuis qu'ils se sont recovered de ce heart attack. Alors, la BPCO, vous voyez que c'est une BPCO qui, en fait, une VMS de 58% de prédiction, 58%, et ils sont quand même symptomatiques, vous voyez ici. Et autre mesure qu'on a fait ici, c'est sont deux mesures de stiffness artérielle, arterial stiffness, la vitesse de l'onde de Poole et l'index d'augmentation qui, comme vous voyez ici, pour la vitesse de l'onde de Poole, en fait, dans la BPCO, c'est significativement plus haut que chez les gens sains.
du même âge, et aussi c'est des cardiopathies ischémiques. Alors, ils ont déjà une atteinte au niveau de ce stiffness, arterial stiffness. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé? En premier, je voudrais vous montrer les symptômes. Donc, on a mesuré les symptômes de taux expiration, dyspnée, sifflement, sueur. Et on a vu que c'est seulement parmi les malades avec la BPCO qu'on retrouve une augmentation de ces symptômes sur Oxford Street en comparaison avec Hyde Park. Seulement dans la BPCO. Mais c'est les ischemic heart disease, IHD, on trouve que ils ont plus de toux, seulement la toux, en marchant sur Oxford Street. Donc la BPCO sont ceux qui souffrent le plus sur Oxford Street. Alors, quelles sont les modifications qu'on a trouvées? Bon, je vais vous montrer maintenant, me concentrer sur la VEMS, et je me concentrer en fait sur ces gens sains. En fait, c'est vraiment une surprise qu'on a retrouvé que en marchant sur Hyde Park, qui est moins pollué, on voit qu'il y a une augmentation de la VMS, en fait une augmentation maximale vers 5 heures après le commencement de cette marche sur Hyde Park, d'environ 8%, donc 7,5% de la VMS. C'est une augmentation en fait qui persiste même 26 heures après la marche. Ça, personne ne l'a décrit auparavant, mais on était quand même un petit peu surpris. Ça, c'est pas le décalage horaire qu'on retrouve avec le MS avec un mouvement diurnal. Et quand ils sont sur Oxford Street, vous voyez que cette augmentation, on le perd en fait nettement. Il y a très peu de cette augmentation de la VEMS. Et quand vous regardez sur la BPCO et les cardiopathies ischémiques, vous voyez qu'il y a très peu de différence entre Hyde Park et Oxford Street. C'est presque super imposable. Et vous voyez que cette augmentation, en fait, elle est moindre qu'on retrouve chez des gens sains. Donc ce bénéfice de la marche sur la VMS, on le perd chez les gens de la BPCO, les cardiopathies ischémiques. Et en fait, c'est pas en marchant sur Oxford Street, on perd cette augmentation de la VMS. Et cette modification de la VMS, c'est en fonction du changement des composants de la pollution atmosphérique. Particulièrement, on retrouve chez les gens de la BPCO avec le nitrogen dioxide et le ultrafine, les ultrafins, et aussi le PM2.5. Donc, vous voyez ici que les gens de la BPCO sont ceux qui, en fait, ne dérivent pas de bénéfices respiratoires en marchant sur Oxford Street particulièrement. Ici, très vite, pour vous démontrer que, en fait, les gens de la BPCO qu'on retrouve une augmentation de la résistance des petites voies aériennes quand ils marchent sur Oxford Street et non pas sur Hyde Park. Seulement, c'est les BPCO. Et on retrouve un petit peu chez les ischemic heart disease, mais ce n'est pas significatif. On ne retrouve pas chez les gens sains. Et si cette augmentation est en relation avec le black carbon, le nitrogen dioxide, les ultrafins, les PM2.5, et dans cette instance, le PM10 aussi. Et maintenant, sur le arterial stiffness. Et là, c'est vraiment aussi la même chose. L'augmentation index est une référence pour mesurer le arterial stiffness. Et on sait déjà que dans l'exercice, même en marchant,
il y a une réduction de cette augmentation index, c'est-à-dire qu'il y a une vasodilatation qu'on retrouve ici avec cette mesure, cet index, et cette vasodilatation, en fait, elle persiste, en fait, quand même, jusqu'à, en fait, 26 heures après la marche, au commencement de la marche. Et sur Oxford Street, on retrouve pas cette dilatation ou cette réduction du stiffness. Donc, on voit que, en marchant sur un endroit très polluant, on n'a plus les bénéfices cardio-respiratoires de cette marche, de cet exercice. Alors, les BPCE, les ischemic heart disease, en fait, on revoit la même chose, mais on retrouve que, en fait, cette vasodilatation, on le retrouve quand même quand il marche sur Oxford Street, chez les BPCE, les ischemic heart disease, comme vous le voyez ici. Alors, cette étude qui va être publiée bientôt la semaine prochaine, en fait, nous disent que il faut pas marcher dans des rues très polluantes, parce que ça, vous n'obtenez pas cet bénéfice quand vous faites cet exercice. Et le plus important, c'est que les gens de la BPCE aussi, les AHD, ils doivent aussi ne pas marcher dans des rues polluantes. En fait, cette dose de pollution qu'on retrouve à Oxford Street, en fait, c'est pas très haut. En fait, certains jours, c'est vraiment dans la limite que le European Union nous permette la pollution le plus élevée. Ok. Autre chose qu'il faut dire, que on interprète en fait cet effet qu'on retrouve sur Oxford Street ici, cette vasodilatation qu'on retrouve la BPCO et l'ischémie disease, c'est que beaucoup de ces malades en fait sont sur des médicaments cardiovasculaires, par exemple des bloquants de calcium, etc. Et qui ont un effet positif sur la vasodilatation. Et en fait, on a pu le prouver d'une façon statistique. Alors, finalement, je voudrais vous présenter quelques détails sur quelques évidences que, en fait, la pollution peut être la force qui peut être la cause de l'asthme chez certains malades. Alors, ça, c'est une analyse qu'on a déjà publiée dans le ERJ. À partir des exhalations dans l'Ubiapred, on a regardé le transcriptome et on a fait du clustering à la base de ces transcriptomes dans les crachats. Donc, on retrouve en fait trois clusters ou trois phénotypes moléculaires ou trois phénotypes qui sont décrits à la base des molécules. Et on a un TAC1 qui est un asthme sévère eosinophile qui est caractérisé par une inflammation de type T2, tandis qu'il y a deux autres phénotypes qui sont pas T2 et un phénotype qui est neutrophilique, qui est peut-être à la base d'une infection bactérienne. Il y a une stimulation de l'inflammasome. Et puis l'autre, qui est intéressant, qui n'est pas relié à une inflammation, mais qui est relié avec un stress oxydatif, avec des mécanismes de vieillissement qu'on retrouve dans ce TAC3. Donc, je vous propose que ce TAC3, en fait, c'est peut-être un asthme qui est à la base de l'exposition à la pollution. Alors, l'évidence que j'ai pour ça, c'est que on retrouve, c'est des gens de phénotype de TAC3, comme je vous ai dit, une augmentation de stress oxydatif
dérivés de la mitochondrie. Et aussi, on a cette évidence que ces gens du TAC3, en fait, ils expriment une signature transcriptomique qui nous disent qu'ils sont exposés à la pollution, à une pollution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un gene signature dans le sang de ces truck drivers aux États-Unis. Donc, ils ont dosé le sang avant qu'ils fassent une semaine de truck driving et ils ont dosé aussi après qu'ils ont terminé une semaine de truck driving et ils ont regardé quels sont les gènes qui sont augmentés après une semaine dans leur sang. Donc, cette signature des gènes, on les retrouve particulièrement dans les TAC3 et non pas dans les TAC1 et TAC2. C'est-à-dire qu'il exprime cette signature qui nous dit qu'il a eu exposition au diesel, au PM2.5, etc. Donc ça c'est une évidence donc indirecte un peu, mais reste à prouver directement que en fait le TAC3 c'est un as qui est poussé par une exposition à la pollution environnementale. Donc je vais résumer et terminer là. Donc une exposition de courte durée à la pollution automobile empêche les effets bénéfiques respiratoires et cardiovasculaires d'une masse chez les individus sains et les patients atteints de BPCO et du ischemic heart disease. Ça c'est, je pense que c'est une observation qui est très importante, qui doivent dire qu'il faut vraiment réduire la pollution. Dans l'as, il existe un effet additionnel direct en causant une constriction des voies aériennes. On reconnaît très mal, en fait, les mécanismes de cette réduction de la VMS. Et puis, il y a une vulnérabilité augmentée des patients asthmatiques ou BPCO aux polluants automobiles. Donc, je vais terminer là parce qu'il faut qu'on termine. et remercier au British Heart Foundation qui a subventionné le Oxford Street 2 Study et le Health Effects Institute de Boston qui a subventionné le Oxford Street 1 et en fait aussi à UBioPred. Je vous l'ai présenté en dernier lieu là les détails de ces données. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Fan, pour vraiment cet exposé très intéressant. Thanks for the impressive and nice talk. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance pour Fan? Is there any question? Oui, Claude. Est-ce que l'utilisation des filtres à particules dans les diesels, la pollution? Je n'ai pas compris parce que c'est... Est-ce que cela est connu comme effet? Est-ce que ça diminue la pollution du diesel? Est-ce que les fabricants de voitures, ils ont beaucoup vanté les filtres à particules? Est-ce qu'on sait si ces filtres permettent de diminuer l'émission des particules fines? Oui, je connais pas exactement la réponse, mais je peux dire que les filtres, bon, ils peuvent filtrer, mais ils peuvent pas totalement filtrer tous les particules. Ça c'est impossible. Je pense pas. Ouais. Et en fait, il y a ces autobus qui circulent, les autobus rouges à Londres, qui apparemment ont ces filtres. Mais en fait, la pollution n'a pas trop beaucoup changé, en fait, sur Oxford Street.
parce qu'on avait dosé il y a 7 ans, et on a dosé maintenant tout récemment, c'est un peu la même chose. Sans compter qu'on a eu le scandale des filtres, vous avez suivi, où certains fabricants en fait avaient vendu des voitures avec des filtres censés diminuer les émissions et où finalement c'était pas le cas. Donc voilà. J'ai deux questions pour Fan. Merci beaucoup pour l'exposé. Est-ce que tu penses que le port de masque, puisque bon, on sait qu'on ne peut pas toujours se protéger de la pollution, est-ce que le port de masque pourrait diminuer si on marche dans Oxford Street? Est-ce que ça pourrait diminuer l'impact des particules? Oui, ça peut, mais il faut bien se servir d'un masque qui est vraiment très, comment est-ce qu'on dit? Couvrant. Oui, très couvrant. Et puis il faut se servir des masques qui contiennent, par exemple, du carbone qui peut absorber les particules et puis absorber aussi les gaz. Alors, ils existent ces masques, mais ce sont des masques très chers. Et en fait, il faut s'en servir. Il faut pas s'en servir après quelques jours. Je sais pas. Il faut. Mais c'est pas vraiment possible. Enfin, des gens pour mettre ces masques qui doivent vraiment être très. Ça, c'est une question importante parce que je pense que tous les pneumologues sont concernés. Souvent, les patients nous demandent quelles sont les mesures quand on parle des pics de pollution. Est-ce que les masques peuvent être efficaces ou pas? Enfin, il y a des masques et des masques. On peut pas servir des masques qu'on s'en sert, par exemple, dans les hôpitaux. Pour... Ça vaut pas la peine. Mais il y a des masques. En fait, les masques les plus efficaces sont plus chers. Enfin, les masques les plus efficaces qu'on trouve à Londres, par exemple, coûtent 40 pounds. Et peut-être qu'il faut s'en servir, donc ça dépend du taux de la pollution, peut-être qu'il faut s'en servir tous les 2 jours, je sais pas. Ils ne disent pas. Oui, il y a beaucoup de questions. Yes, there's a question from our colleagues. Sorry. Yeah. In the end, you mentioned about mitochondrial stress as perhaps one of the mediators of air pollution-induced harm. Is there any potential intervention or a drug that can... Yeah, that's a very interesting question. So, we think that most of the oxidative stress comes from the damage, of mitochondrial damage of the oxygen transport chain. So, things like N-acetylcysteine that we use are in fact not very efficient antioxidants, because they can't get into the mitochondria. So there is a drug called MitoQ, mitochondrial quinolone, because and the reason why this is interesting, in fact, it is part of many molecules that have been linked to another molecule that allows it to penetrate directly into the mitochondria. The reason the mitochondria, you can't get into the mitochondria is because it's very negatively charged from the outside. So you need to have a positively charged molecule to get into the mitochondria. So that's what MitoQ is about. So MitoQ you can buy. Anyone can buy it because it is sold by a company in New Zealand. And they sell it for healthy aging. And it costs about $5 per tablet. But I think this could be one of those things that perhaps you could take to prevent the effects of pollution, and in fact to prevent aging, because there's great evidence now that exposure to pollution causes aging. Donc la question qu'a posée le professeur Salvi, c'est que est-ce qu'il existe des antioxydants en fait qu'on peut prendre, antioxidants that we can take, et ma réponse est que oui, mais les antioxydants qu'on s'en sert, par exemple le N-acetylcysteine, je ne pense pas qu'ils sont très efficaces parce qu'ils ne pénètrent pas la mitochondrie, parce que c'est dans la mitochondrie qu'il y a cette augmentation des molécules réactives oxygène. Mais il y a pas un médicament, mais comment est-ce qu'on dit, oui, qu'on peut acheter, MitoQ. Ça s'appelle MitoQ.
on peut l'acheter, une compagnie néo-zélandaise qui le vend pour healthy aging, pour éviter le vieillissement. Bon, il faut faire l'expérience, enfin, il faut faire des études. Oui, c'est ça. Faut trouver. Oui, vous aviez une question? Merci pour votre exposé. Il se trouve que mon fils et mes petits-enfants vivent à Beijing. Et je voulais savoir si les filtres qu'ils ont mis en place dans leur appartement est vraiment pertinent. Et s'il y a des choses au niveau peut-être alimentaire qu'ils peuvent mettre l'accent sur l'alimentation aussi. Oui, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et vous savez qu'en Angleterre, ils disent qu'il faut manger, je sais pas, 5... c'est en France aussi? Oui, aussi, 5 fruits et légumes. Oui. C'est ça, voilà. Ou fruits. Et fruits. Oui, les fruits. Il me semble. Parce qu'il y a des antioxydants, je pense, dans ces... Donc, les filtres pour les appartements, ah oui, ça, c'est une très grande industrie en Chine. Et je pense qu'ils sont quand même efficaces. Hein. Il y a des études qui sont en train de se faire. Et en fait, il y a même des études qui ont été publiées pour montrer que les asthmatiques qui vivent dans des appartements où il y a des filtres, en fait, ils sont mieux que s'il n'y a pas de filtre. Bon, mais c'est en cours. Hein. Il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus. Bon, ça dépend des filtres, etc. En plus, c'est pour tout l'appartement, hein, pour tous les grands bâtiments. Mais on peut aussi acheter des purificateurs, comme on dit. Ça, enfin, on est en train de faire une étude là-dessus, en fait, mais... Les études d'intervention sont en cours, en fait. On n'a pas la réponse à toutes ces questions. Les études d'intervention, oui. Oui, une autre question? Oui. Ma question est toute simple. La nocivité du diesel par rapport à l'essence sans plomb, en final. Comment? La nocivité du diesel par rapport à l'essence sans plomb. Est-ce que le degré de nocivité comparatif entre la combustion du diesel et entre l'essence. Oui. Oui, oui, le diesel, ça produit plus de particules et aussi plus de NO2. Oui, plus nocif. En fait, en Angleterre, ils ont mis une date pour abolir le diesel. Tout à fait. Oui. Oui, Radha. Oui, donc tu as parlé donc de l'impact justement des particules dans l'air. Quelle est la partie de ces particules qui restent dans les cheveux, dans les vêtements, etc. Est-ce qu'on a des études sur ça? Est-ce que tu portes tout le temps, tous les jours? Oh oui, je ne sais pas si je peux te répondre. Je suis en train de penser s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Oui. Mais je sais pas. Nous, on avait fait une étude, c'est l'étude d'Isaac France, il y a maintenant longtemps, une dizaine d'années, 9000 enfants, et on avait fait des prélèvements au niveau des cheveux, et également dans les urines avec des biomarqueurs. Et effectivement, on voit qu'il y a un degré d'imprégnation en fait, des différents polluants, en particulier pour les particules fines. Donc, il y a un degré d'imprégnation, ce qu'on appelle les biomarqueurs, des métabolites qu'on peut retrouver dans l'organisme. Ouais. Moi, j'avais une question pour Fan, parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Est-ce que tu penses que les pesticides, parce qu'on parle toujours de la pollution particulière, particules fines, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a tout un tas de discussions concernant l'exposition aux pesticides. Est-ce que ça pourrait aussi contribuer au développement de symptômes respiratoires en toi? Les pesticides, oui. Mais je connais très mal là-dessus. Je ne peux pas te répondre. Bon, pas d'autres questions? C'est un sujet, on pourrait en discuter encore pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup de questions très passionnantes, mais je vous propose qu'on continue pour pas prendre trop de retard, et on pourra toujours à la pause continuer à discuter et à interroger Fan.